Excellente soirée à toutes et à tous, bonsoir, merci de nous avoir rejoints sur Canal Algérie, on est très ravis de vous retrouver comme chaque semaine dans votre émission dédiée à l'histoire et à notre mémoire, le déshonneur, la première de cette année 2026. En cette occasion et en mon nom et en nom de toute l'équipe de l'émission, on vous souhaite une bonne année 2026, j'espère que cette année vous apportera bonheur, santé et beaucoup de réussite et bien évidemment, c'est avec les salutations de toute notre équipe, à leur tête le réalisateur Nabil Tribèche et son staff technique du studio 7 de Canal Algérie, contre l'oubli, contre la négation des crimes coloniaux. Aujourd'hui, le combat se poursuit à travers la mémoire collective avec la loi de décembre 2025 criminalisant la colonisation française comme crime imprescriptible exigeant excuses et réparation, une loi qui s'appuie sur la constitution algérienne et le droit international pour préserver la mémoire nationale et contrer l'impunité coloniale. Ça sera le sujet de cette soirée, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous dans le déshonneur. Un débat suivi d'une œuvre, c'est le concept de notre émission. Pour plus de compréhension de notre histoire, nous vous proposons chaque semaine un film ou un documentaire. Pour ce soir, ça sera autour d'un chef-d'œuvre du cinéma mondial, un film emblématique du défunt réalisateur qui nous a quittés d'ailleurs cette année 2025, le réalisateur Mohamed Lakhdar Hamina, chronique des années de Brest, palme d'or africaine et arabe en 1975, une fresque historique épique qui retrace la résistance du peuple algérien de 1830 à 1954, date du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre de cette année incroyable qui va marquer l'histoire de l'humanité. Le film se divise en plusieurs chapitres, bien sûr les années de cendre, les années de charrette, qui parlent justement de l'impact de la Seconde Guerre mondiale sur le peuple algérien, les années de braise, éveil politique, les années de feu, les années de charge, et puis le 1er novembre 1954, je vous propose tout de suite de redécouvrir un extrait de ce grand chef-d'œuvre qui vous sera proposé ce soir sur Canal Algérie. هيا معايا نروحوا نسرحوا جهتنا من الحما والخس. ما تمسوش الرجلة، هي اللي فرق بيناتنا. كيف عندنا تفرق بيناتنا؟ المكون رايح عندكم. مالاش احنا لستنا جهتكم. الرجلة بيناتنا ميزان والباقي مقدور الله. يا مقدور الله، ماش الباطل كل هذا يدي حقه. وهذه هي طريق الله. لو كان تمسوا هذه الرجلة اليوم تخلي عليكم. يا ما تنجم تستخر أكثر من هكذا يا فرعون. Une plongée incroyable dans notre histoire, un voyage dans le temps qui, bien sûr, qui a été immortalisé par des comédiens comme Yorgo Voyagis et Larbizekel Kouiret, Cheikh Nourdin et puis Ahmed Lakhdar Hamina qui joue Miloud, avec bien sûr toute cette
émotion que dégage Miloud pour l'Algérie, pour son peuple, à travers ses paroles de sagesse et bien évidemment inoubliables à travers, encore une fois, ce chef-d'œuvre cinématographique qui dure près de 3 heures ce soir. Donc la soirée va être très très longue et puis je suis très content, très heureux de recevoir mes invités. Bien évidemment, avec moi, comme toutes les semaines, Maître Fatem Zahra Benbrahim, avocate et spécialisée en droit de l'histoire. Bonne année à vous et merci d'avoir accepté Bonne année à vous et notre bonne invitation. année à tous nos invités et à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Maître. Et puis, on est honoré ce soir, même très honoré, de recevoir une personnalité au parcours exceptionnel, doyen des diplomates algériens, Moudjahed. Et puis, vous êtes une personne qui a lancé plusieurs révolutions pour la libération des peuples africains, missionné plusieurs fois par feu Houari Boumediene, le président. Donc, avec nous, Monsieur Djoudi Mohamed Nourdine. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonne année à vous. Je vous remercie. Je voudrais à mon tour vous dire bonne année et puis surtout souhaiter à ce que l'année 2026 soit encore plus profitable à la nation algérienne, que l'élan de l'Algérie sur le plan diplomatique, sur le plan économique, etc., s'amplifie encore plus, parce que ce serait l'aboutissement de ce qui a été lancé le 1er novembre 1954. Oui. Alors j'en profite pour dire bonne et heureuse année, et à tous les Algériens, bien sûr. Oui. Et bien sûr, nous souhaitons tous que cette année soit le triomphe de l'Algérie sur le plan international. Alors cette fin d'année, justement, Monsieur Djoudi Mohamed Nourdine a été marquée par une avancée historique en matière de droit en Algérie. Cette loi qui criminalise la colonisation, qui a été votée le 25 décembre dernier à l'unanimité par les députés de la nation. Quelle est votre réaction par rapport, encore une fois, à ce moment que l'Algérie a marqué en matière de droit et de justice? Cette loi sur la criminalisation, qui est une étape absolument historique, elle n'est pas un fin en soi, mais elle est quand même l'aboutissement de tout un cheminement qui a commencé pratiquement depuis le 8 mai 1945 jusqu'au 1er novembre 1954 et enfin à l'indépendance de l'Algérie. Elle symbolise tout ce que le monde devrait savoir sur le crime le plus abominable qui ait jamais été commis. Et je voudrais à cet égard rappeler que finalement, lorsque nous avons créé ce que j'appelle la diplomatie de guerre, qui consistait avec peu de moyens, sans ambassadeur ni ambassade, de révéler au monde pas simplement le sens de notre combat, Oui. mais révéler tout ce qu'il y avait comme atrocités qui ont été commises en Algérie pendant des années, pendant les plus de 130 ans d'occupation. On parle de la Shoah. Bien sûr, c'était abominable de massacrer des gens simplement parce qu'ils étaient juifs. Oui. Mais on n'a jamais parlé des dizaines de millions d'Africains qui ont été massacrés, soit par le biais de l'esclavage, soit directement par le colonisation. Et surtout, le nombre de victimes en Algérie a dépassé largement les 10 millions depuis 1830, soit par la tuerie directe, soit par la famine, soit par le manque d'hygiène, etc. Tout cela, ça a été le résultat d'une colonisation féroce qui n'a pas d'équivalent. Et je voudrais d'ailleurs rappeler, pour la vérité historique, Oui. que l'usage de l'arme chimique et l'usage de l'épuration ethnique n'a pas été au départ le phénomène du nazisme ou de la Première Guerre mondiale avec les pérites, que la colonisation française l'a déjà fait en décembre 1852, déjà. Et Faites référence à la bataille de l'Arwat, ce qu'on a appelé la bataille de l'Arwat, le 4 décembre Je ne voulais pas par 1852. décence rappeler ce qui est ma vie de l'origine, l'Argoat. Mais il y a une mémoire collective chez nous, à l'Argoat. Nous n'avons jamais oublié le fait que plus de la moitié de la population algérienne a été massacrée et par l'usage de ce qu'on appelait le chloroforme purifié,
qui brûlaient les chairs et étouffés, et ce qu'on a appelé l'épuration ethnique, qui consistait à liquider tout ce qui était garçon mâle. Il fallait absolument détruire ce qu'ils appelaient ces traces rebelles. Pour Et grâce- casser Grâce au génie la des femmes. Grâce au progéniture. génie des femmes algériennes, qui ont déguisé tout le petit garçon mâle en fillette. Et pour rendre ce genre féminin plus crédible, ils avaient créé un petit anneau à l'oreille qu'on appelait l'ayesha. La yes, hein. Mais je manquerais à mon devoir si je ne citais pas quelque chose d'important, parce que tout ce travail de mémoire a été mis en exergue et souligné par un grand ambassadeur auquel je voudrais rendre hommage. Oui. Je voudrais rendre hommage à notre ami, c'est Ammar, qui est notre représentant aux Nations Unies et qui nous représentait au Conseil de sécurité. C'est Ammar Benjmah a été l'héritier fidèle des principes qui ont été élaborés le 1er novembre 1954. La compétence, la foi avec laquelle il a défendu les grands problèmes au niveau du Conseil de sécurité ont fait que la voix de l'Algérie est devenue une voix prépondérante. Jamais je n'ai vu, dans ma carrière de diplomate, jamais je n'ai vu le Conseil de sécurité se réunir autant de fois sur autant de problèmes fondamentaux dans le monde, si ce n'était à l'initiative de notre ambassadeur. Et il fallait que je lui rende cet hommage, parce que je sais que c'est un homme dont j'ai connu le cheminement, qui a été secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, qui était ambassadeur à Bruxelles, à Paris, et qui a été une victime finalement, qui a été mis à l'écart. Et heureusement, le président Tebboune a eu ce flair de l'avoir choisi pour le représenter au niveau du Conseil de sécurité. Et c'était un très bon choix. Et qu'il méritait l'hommage que lui a fait cette édition américaine et l'hommage que lui a rendu le président en le décorant du Wissam. Ceci étant, je conclurai simplement en disant que sur ce que nous avons fait sur le plan diplomatique de 1954 à 1962, c'était pas seulement d'informer l'opinion publique internationale du sens véritable de notre lutte armée, mais qu'il fallait qu'on dévoile tout ce qui a été de barbarie intolérable, qui n'a jamais existé dans d'autres annales. Maître Fatem Zahra Ben Brahim, bien sûr, Monsieur Djoudi Mohamed Noordine parle de cette voix de l'Algérie qui est écoutée de par le monde et une voix prépondérante. Et justement, l'Algérie a tout le temps été un moteur qui inspirait d'autres peuples à arracher leur indépendance, notamment dans ce combat pour la liberté, pour la dignité. On parle de décembre 1960, qui a été un tournant historique dans l'histoire du monde, parce que ça va inspirer une loi au niveau de l'ONU. Et aujourd'hui, bien sûr, avec cette loi qui criminalise la colonisation, vous nous dites, Maître Fatem Zahra Ben Brahim, que les plus hautes instances du monde, c'est-à-dire spécialisées en droits de l'homme et en droit humanitaire, soutiennent l'Algérie et appuient le droit international, appuient la loi de l'Algérie criminalisant le colonialisme. Effectivement, permettez-moi tout d'abord de remercier mon ami, son Excellence, Monsieur Djoudi Mohamed Noordine, d'abord pour être parmi nous aujourd'hui, parce que c'est notre doyen, n'est-ce pas? Et de l'entendre parce que c'est une expérience qu'il nous livre. Également, j'abonde dans son sens de remercier et d'apprécier le travail de M. Ammar Benjmah, parce que vraiment, c'est un fils digne de l'Algérie, un fils qui a porté notre honneur très haut, qui a su se défendre et défendre l'Algérie. Donc moi, je lui ai attribué également un titre d'avocat international parce qu'il a plaidé en faveur d'une cause. Pas simplement, parce que je dirais qu'il a inspiré l'ONU dans sa dernière résolution.
La résolution dont je vais vous parler, et je suis persuadée qu'il a été quelque part l'instigateur, sans être directement donc participant à cette résolution, mais en inspirant ceux qui ont composé l'Assemblée générale des Nations Unies, parce que les grands principes qui sont retenus dans cette résolution, en fait, sont les grands principes qu'il a défendus au Conseil de sécurité. Oui. Et donc, le texte algérien est arrivé à point nommé parce que, au moment où la question de la résolution, plutôt la question de la journée internationale contre le colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, s'est discutée le 5 décembre 2025 à l'ONU. Ce texte a une portée générale d'une très grande importance parce qu'il va rappeler tous les textes qui ont été proposés, toutes les résolutions depuis 1960 à ce jour. Et on retrouve dans ce texte les grands principes qui ont été retenus par l'Algérie dans la loi sur la criminalisation. Parce que ce texte, justement, il condamne le colonialisme, comme je vous l'ai dit, sous toutes ses formes, donc ses formes politiques, ses formes sociales, ses formes juridiques, et dans toutes ses manifestations. Qu'est-ce que veut dire le mot toutes ces manifestations? C'est-à-dire, il s'est exprimé, ce colonialisme s'est exprimé par la violence, par la mort, par une série de crimes qu'il ne veut pas reconnaître. Et d'ailleurs, ce texte a été approuvé à la quasi-majorité, et les 5 pays qui ont refusé donc de le signer, c'est les pays colonisateurs. Nous avons la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Espagne, et je crois l'Allemagne aussi. Donc vous voyez, ce paquet de pays qui a colonisé l'Afrique et peut-être même une partie des pays asiatiques et autres, bien, ils refusent jusqu'à présent de ratifier. Voilà. Sauf que ce texte lui est imposé parce que si leur présence n'était pas, s'ils n'étaient pas présents lors de l'Assemblée, eh bien, le secrétariat général, n'est-ce pas, a eu comme obligation d'informer tous les pays membres, ceux qui ne sont pas membres, ceux qui sont observateurs, et ce qui est extraordinaire, la société civile. Et là, on revient à notre texte. Il est initié par qui? Il a été initié par la société civile. C'est un texte qui n'a pas eu le circuit classique. C'est un texte qui a été porté par une majorité de députés, n'est-ce pas? Il a été approuvé et signé par cette majorité de députés, et maintenant, donc, le circuit continue, le gouvernement qui doit donner son approbation et le retour vers la seconde chambre, c'est-à-dire le Sénat. Donc vous voyez, la place qu'a donné le texte à la société civile, eh bien on le retrouve, une société civile qui agit très très vite, qui n'attend pas. Le deuxième point qui est extrêmement important pour l'histoire des institutions, c'est que ce texte, cette résolution donc, du 5 décembre 2025, eh bien, elle va consacrer un jour. Ce sera le 14 décembre. C'est-à-dire une journée mondiale. Une journée mondiale pour la criminalisation, pratiquement, n'est-ce pas, du colonialisme sous toutes ses formes. Et elle qualifie le colonialisme comme crime. Vous avez eu cette avancée. Beaucoup de gens ont pensé et disent que ce texte, d'où sort-il? Lorsque la semaine dernière, nous avons dit que c'était un texte qui venait de loin, on savait ce qu'on disait. On savait ce qu'on disait. Le texte Hedaya, il n'était pas encore divulgué parce qu'il a été pratiquement mis en exploitation à partir du 25 décembre. Mais on savait très bien que tous les grands principes sur l'indépendance des nations, sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la charte des Nations Unies, tous ces textes portaient les germes d'une lutte contre le colonialisme. Et voilà maintenant ce texte qui vient confirmer cette position et qui vient conforter le droit algérien. C'est-à-dire que le droit interne est en conformité avec le droit international. Et j'aimerais bien trouver quelqu'un qui me dise le contraire ou qui me dise que font ces Algériens, où est-ce qu'ils ont été chercher cette loi et pourquoi ils parlent. Allez-y, monsieur Djoudi Mohamed Nourdine, vous voulez intervenir par rapport aux propos de Maître Fatem Zahra Ben Braham?
En tant que juriste confirmé, elle a très bien exposé l'affaire. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, sauf que peut-être il faudrait se pencher sur un problème qui est suggéré par cette loi pour la criminalisation. Oui. L'Algérie a ouvert maintenant une porte pour tous les pays anciennement colonisés Oui. pour montrer tout ce que le colonialisme a fait comme crime et toute la dimension de ces crimes. Oui. Comme par le passé, lorsque nous étions encore en train de combattre pour notre indépendance, nous avions commencé déjà à former des combattants pour les autres pays africains. Donc il y a cette espèce de principe de base de la révolution du 1er novembre 1954, que la liberté, la dignité est quelque chose qui doit être universel. Et l'Algérie a touché profondément les peuples africains, pour commencer, pour cette histoire-là. Et il y a un crime qui est impardonnable, qui devrait être souligné. C'est que quand on parle de criminalité, on pense souvent au massacre, on pense souvent à tout ce que ça a coûté comme vie humaine, mais on oublie quelque chose de fondamental. C'est que le colonialisme dans ses crimes, dans le crime le plus terrible, a été de vouloir à tout prix effacer et l'histoire et la civilisation de notre monde. C'est ce qu'on a appelé ici dans l'émission un mémoricide. Hein. Comme par hasard, C'est un crime contre la mémoire des peuples. comme par hasard, on veut faire oublier que lorsque Tlemcen, Bjaya, Constantina étaient des pôles de civilisation C'est vrai. et de science, sans parler du culturel aussi, alors qu'à l'époque, l'Europe était encore au Moyen-Âge. Et je me souviens de cette fameuse phrase du regretté président Boumedienne, lorsqu'on avait osé dire que la France avait créé l'Algérie qui n'existait pas, et il avait dit, rappelez-vous que lorsque Jugurtha mourit dans les geôles de Rome, la France n'existait pas encore. C'est-à-dire que l'apport civilisationnel du monde, du tiers-monde, et notamment la civilisation arabo-musulmane, qui a été une révolution après l'arrivée de l'islam, eh bien on a voulu l'effacer pour le substituer à un mythe que l'on appelle la civilisation judéo-chrétienne. Je crois que là, il y a un point à traiter sérieusement, et je pense que cette loi sur la criminalisation, qui est une étape historique, extrêmement importante, et qui va très certainement apporter d'autres éléments. Une loi n'est pas statique. On pourra plus tard avoir des additifs ou des corrections pour enrichir cette loi et apporter précisément plus de précision sur les massacres qui ont été commis et puis surtout l'aspect civilisationnel et l'aspect culturel. Et dans la continuité de ce que vous êtes en train de développer, Monsieur Djoudi Mohamed Nourdine et Maître Fatem Zahra, bien sûr, Ben Baraham, et vous, téléspectateurs de l'émission, nous vous proposons une séquence historique. Celle bien sûr de feu Karim Belkacem qui parlait à la sortie des accords d'Évian, bien sûr au nom du gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA. Et ce qu'il dit, on va le décortiquer ensemble. On écoute et on revient juste après. Le 18 mars 1962, après une année de négociations, le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA et la France signent les accords d'Évian. Un cessez-le-feu est conclu. Les négociations ont été longues, avec des ruptures, des reprises, des contacts secrets. Avoue Reda Malek, l'un des négociateurs algériens. Sur le sol helvétique, Karim Belkacem, chef de la délégation algérienne, déclare: Nous sommes ici pour défendre les droits imprescriptibles d'un peuple qui rejette les structures révolues du colonialisme et entend vivre libre et indépendant. Comme nous avons eu l'occasion de le déclarer, l'Algérie veut
accéder à la vie internationale sans complexe, avec le désir sincère de coopérer avec tous les peuples. Et d'apporter sa modeste contribution. C'était la fin des propos, bien sûr, de Feu Karim Belkacem. Je disais, Maître Fatem Zahra Ben Brahim, que cette loi qui criminalise la colonisation française de 1830 à 1962, de crimes d'État imprescriptibles, s'inscrit-elle encore une fois dans cet esprit de l'histoire de l'Algérie, de la continuité du combat de la révolution algérienne, comme on vient de l'écouter? Tout à fait. Ils étaient visionnaires. Oui. Parce qu'ils connaissaient parfaitement les fondements de la révolution algérienne. Ils en étaient les maîtres. Et ils connaissaient parfaitement le colonialisme, mais ils connaissaient également les textes qui sont nés sur le plan international à partir de 1945. Oui. Et tous portent cette graine, ce germe de libération des peuples opprimés. Et un petit souci à l'époque, je dis bien c'était un petit souci en 1945, de libérer les peuples du joug colonial. Oui. Et donc on retrouve cette idée, mais dans sa forme très évoluée à travers le texte dont nous venons de parler. De 2025. Et oui, bien sûr. Et je vais vous lire un petit paragraphe pour vous donner la puissance des mots et la puissance des actions et de l'orientation politique. D'accord. Nous sommes en 1900, dans les années 1960, fin 61, début 62, où il y a des discussions sur les accords. Nous sommes en pleine discussion ici. Eh bien, voyez à peu près, dans cette période, on parle de libération, on parle de remise, n'est-ce pas, les pendules de l'histoire à l'heure. En fait, c'est les premières revendications. Mais voyons en 2025 ce que dit ce texte, très important. Il dit, constatant la volonté croissante de remédier aux conséquences persistantes du colonialisme. C'est-à-dire, même si en 1962 nous avons une indépendance, l'ONU considère qu'il y a une persistance du colonialisme qui continue dans des formes nouvelles. Bien sûr. C'est pour ça qu'il porte de toutes les formes dans le texte. Bien sûr. On C'est parle le de néocolonialisme et l'esprit colonial. Je continue. Ces campagnes, bien sûr, de diffamation et de... Et entre autres, attendez, la cerise sur le gâteau, elle va arriver. Entre autres, volonté qui se traduit par une multitude de mesures et de formes de justice réparatrice. Oui. Donc, nous sommes en droit de demander une justice réparatrice. Pas des actes réparateurs, mais une justice réparatrice. Ce qui nous ouvre déjà la voie aux revendications judiciaires internationales et aux grands procès qui nous attendent. Je suis sûr que nous allons y arriver. Je continue. Telle que la présentation d'excuses officielles. Alors, France de Macron, dites-moi simplement, est-ce que notre texte est en adéquation avec le texte international ou pas? Nos revendications concernant la présentation d'excuses est un droit fondamental aujourd'hui pour nous. On continue. Excuses officielles, hein. On parle d'excuses officielles, c'est-à-dire que c'est l'État français qui doit faire des excuses à l'État algérien, selon la loi du parallélisme des formes. On va plus loin. Les processus d'établissement de la vérité. Et que sommes-nous en train de demander, comme disait M. Djoudi, c'est connaître la vérité historique. C'est notre droit. Donc, sommes-nous dans le cadre légal international ou pas? Quand on demande la vérité historique, quand on refuse la falsification de l'histoire telle qu'ils veulent nous la faire connaître. Et le négationnisme. Et je continue pour finir. Modalité de réconciliation, donc on leur donne le choix. Il y a une modalité de réconciliation si vous voulez passer par la voie de la réconciliation. La porte n'est pas fermée, elle est ouverte. Et le cas échéant, dans l'hypothèse où vous refusez cette alternative de la réconciliation, eh bien, on va passer par la réclamation et la réparation. Et la réclamation et la réparation doivent tous les deux passer par le canal
judiciaire. Donc vous voyez que ce texte est tellement bien fait, moi je l'ai adoré, franchement, je l'ai adoré parce que tous les éléments que nous avons développés dans notre loi, qui est restreinte, et je suis d'avis avec son Excellence Monsieur Djoudi, parce que ce texte algérien est un texte de principe. C'est le premier texte qui vient juste après cette résolution. C'est le premier texte. Exactement. Il va servir de locomotive pour tous les autres pays et je crois que les pays d'Afrique seront les plus prêts à se manifester. Monsieur Djoudi est spécialiste donc de l'Afrique, il pourrait développer ça beaucoup mieux que moi parce qu'il a vécu l'après-indépendance des pays africains. Il les a tellement bien connus, il les a tellement bien fréquentés, il les a tellement bien orientés qu'il est passé le maître Mais je continue à dire que tous les crimes qui sont retenus dans ce texte, il n'y a pas beaucoup d'articles, c'est vrai. Il y en a 25, on ne parle pas du 26e, parce que, mais en fait, c'est la moitié des textes. C'est l'énumération des crimes apparents. Mais comme je vous ai dit, il y a le crime principal, mais il y a des crimes collatéraux sur lesquels on va revenir et on va travailler ce texte par les amendements. Et moi, je suis très, très fier de ce texte parce qu'il ouvre la porte à tous les pays colonisés de récupérer leurs droits et de s'inscrire en ligne droite dans cette résolution du 5 décembre 2025. Monsieur Djoudi, Mohamed Nourdine, la loi criminalisant la colonisation perpétue le combat intrinsèque, vous l'avez tout à l'heure dit, du peuple algérien. C'est un combat historique, intrinsèque, depuis longtemps contre le colonialisme. Avant, bien sûr, la révolution de novembre avait préconisé des armes pour faire face aux colonisateurs. Aujourd'hui, cet esprit de novembre 1954 lance un message à la jeunesse, à la jeune génération, et de leur donner une autre arme, celle de la justice, de la loi, et bien évidemment du savoir et de la connaissance pour faire face au négationnisme, comme disait Maître Fatem Zahra Ben Baraham, et à ce néocolonialisme qui continue à être existant en 2026. Je pense d'abord qu'il y a peut-être une petite nuance que je voudrais introduire. Quand on pense que la loi, notre loi sur la criminalisation du colonialisme est venue après cette résolution, en réalité, cette résolution a été le résultat d'années de travail intensif de la diplomatie algérienne. Nous avons constamment mis en avant ce qui a été le crime de la colonisation, et pas seulement en Algérie. Nous avons, nous, en tant que diplomatie algérienne, nous avons toujours placé le problème du crime de la colonisation sur le plan universel. Nous pouvions très facilement nous limiter à ce qui a été commis en Algérie, non seulement ce qui a été fait, vous avez cité la Goîte, on peut citer les enfumades, on peut citer le 8 mai 45, etc. Mais en tant qu'Algériens, nous sommes allés plus loin. Nous avons voulu poser ça au plan international, sur le plan de la conscience humaine. Parce que l'une des caractéristiques de la révolution du 1er novembre, ce n'était pas simplement le combat armé, c'était un sentiment profond d'humanisme. L'humanisme passé en premier, tel qu'il a été inspiré d'ailleurs par le souvenir de l'Émir Abdelkader lui-même, qui a été à l'origine de la première loi sur la préservation de la dignité des prisonniers. Exactement. Ce que l'Europe n'avait pas fait. Donc il y a un travail de fond que l'Algérie a commencé depuis très longtemps et qui a été continu. Et lorsqu'on parle de compensation, et c'est là qu'on voit tout le cynisme de la colonisation. Parce que l'entité sioniste, qui a été créée non pas pour des raisons religieuses, elle a été créée comme un outil de la colonisation. Il fallait, face au nationalisme arabe, il fallait créer une entité qui puisse, dans les paroles mêmes de Sir Henry, qui a été à l'origine de cette appellation, qu'il fallait engager les Arabes dans des guerres continuelles pour les empêcher d'avancer, d'évoluer. Bon, alors, ce qui fait que l'Algérie, elle, a toujours souligné, on parle de compensation. Pendant longtemps,
nous avons parlé uniquement de compensation sur le plan, sur le plan moral. Nous n'avons jamais parlé de compensation sur le plan matériel. Or, on constate tout simplement que le sionisme, depuis 1945, n'a pas cessé de traiter le martyre des Juifs pendant la période nazie comme un instrument commercial. Jusqu'à ce jour, l'Allemagne continue à payer des compensations. Comment voulez-vous que la troisième génération continue à porter le fardeau des crimes commis par Hitler et continue à payer? Oui. Mais ça, on ne l'accepte pas pour les gens du Sud. Lorsque ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, en réalité, c'était des Sénégalais, des Camerounais, des Gabonais, etc. Lorsqu'ils se sont battus pour libérer la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la guerre, lorsque les tirailleurs sénégalais à Dakar ont réclamé tout simplement ce qu'on leur devait, c'est-à-dire leur salaire. Comment est-ce que le colonisme a réagi? Ils ont massacré. Il y a eu un massacre dans le camp de Tiaroy, On les a massacrés. à Tiaroy. Comme on a massacré des Malgaches en avril 1946, etc. Mais ce qui est beaucoup plus grave, et ce que l'Algérie n'a pas cessé de dénoncer, c'est les tentatives de néocolonialisme. Lorsque le colonisme a vu qu'il ne pouvait plus continuer, on a essayé de trouver une autre forme. Vous avez cité la parole de Ce crime, Marhoum crime Belkacem, oui. Moi, je voudrais rappeler ce qu'un grand homme a fait pendant ces négociations, un certain Saad Dahleb. Oui. Dahleb, Karim Belkacem lui avait senti la finesse de Saad Dahleb et lui avait confié la négociation de dossiers sensibles comme le Sahara. Qu'est-ce qui s'est passé à Évian? À Évian, le ministre français a dit à Saad Dahleb, eh bien j'ai une bonne nouvelle, le général de Gaulle a décidé d'octroyer l'indépendance aux 3 départements français de Alger, Oran et Constantine. Et vous qui êtes du Sahara, vous allez jouer un rôle important dans la création de cette entité saharienne. Dahleb a tout de suite vu l'approche néocoloniale. Bon, je vous laisse une forme, soi-disant, d'indépendance que vous prétendez octroyer. Nous disons, nous l'arrachons, et je ne suis pas du Sahara, comme vous le dites. Et le ministre français qui lui dit, mais si, nous avons votre état civil, nous savons d'où vous êtes, et vous êtes appelé à jouer un rôle. Et Saad Dahleb lui a répondu, je ne suis pas du Sahara, je suis d'Algérie, d'Alger à Tamarast et de Marnia à Soudan. Il dit, ou bien vous acceptez le fait que le Sahara est algérien, qu'il y a une unité du peuple et du territoire algérien, ou nous continuons le combat. Vous savez, il y a tellement de choses que l'on pourrait dire lorsqu'il est venu présenter ses lettres de créance comme premier ambassadeur d'Algérie à Rabat. Il se trouve que j'étais, à l'époque, le président Boumediene m'avait envoyé comme attaché militaire. Et lorsque le chef du protocole a dit à Saad Dahleb, dans la présentation de l'excellence, qu'il fallait s'incliner 3 fois devant Sa Majesté assis sur son trône, au départ, au milieu et devant lui. Saad Dahleb a répondu immédiatement en disant « Nous ne nous sommes pas inclinés devant la France et nous nous inclinons que devant le peuple et devant Dieu, devant Allah. » C'est une réponse fulgurante. On dirait, attention, il faudrait du temps pour parler de tout ce qui a été les tentatives de néocolonialisme masqué, mais sur lequel l'Algérie n'est jamais tombée dans ce piège. Combien de choses ont été, le plan de Constantine, la paix des Braves, etc. Et puis, après ça, on trouve d'autres formules. Et puis, quand on a vu que non seulement l'Algérie a été très consciente de tous les pièges qui étaient tendus, mais qu'elle a entraîné maintenant dans son siège, qu'elle a posé le problème, non pas au niveau algérien, au niveau
bilatéral franco-algérien, elle a posé au plan universel. Universel, Elle a dit que ce problème se posait pour le monde entier. Exactement. À partir de ce moment-là, il faut trouver les moyens de détruire l'Algérie par tous les moyens. Et c'est comme ça qu'ils ont maintenant, actuellement, ils utilisent ce que j'appelle une guerre psychologique que nous avons connue à l'époque par les services psychologiques de l'armée. Oui. Et aujourd'hui, tout est bon pour essayer de salir l'Algérie, pour essayer de dire que l'Algérie utilise des mercenaires, que l'Algérie essaie d'occuper la Tunisie, etc. etc. Mais heureusement, il y a ce roc sur lequel, qui est constitué par l'Algérie, et nous n'avons pas cessé, et je crois qu'on commence de plus en plus à prendre conscience Tout à fait. du fait qu'il y a ces doubles mesures. Quand on parle de l'entité sioniste, les pauvres, il faut soutenir le génocide que commet Netanyahou. Mais quand il s'agit du génocide commis par ces mêmes personnes en Algérie et dans le monde arabo-africain, là, on ne parle pas de génocide, on efface. Oui. Et ils ne pourront pas effacer tant que l'Algérie est là. Ouais. Justement, Maître Fatem Zahra Ben Brahim, la loi, bien sûr, qualifie ce qui a été commis en Algérie comme crime d'État. Et ces crimes coloniaux, comment peut-elle faire face justement à ces tentatives, comme disait M. Djoudi Mohamed Mordi, à ces tentatives contemporaines de réécriture de l'histoire? Parce qu'on a vu dans cette évolution l'année dernière et l'année en cours qu'il y a de pseudo-journalistes, de pseudo-historiens parfois qui veulent dissimuler ce qui s'est passé, voire nier et réécrire l'histoire de ce qui s'est réellement passé en Algérie. Oui, tout à fait. Je voudrais tout simplement revenir à ce que disait Monsieur l'ambassadeur à propos de Saïd Dahleb, qui était un grand ami, et nous en avons déjà parlé lors de cette discussion avec Jox, lorsque le problème du Sahara a été évoqué. Donc la délégation algérienne était en face de M. Jox. Quand il lui a dit que le Sahara était français, voilà ce que dit De Gaulle, Saïd Dahleb s'est levé. Il est allé se mettre du côté de Jox, et il a mis les deux mains sur la table, et il le regardait, il lui a dit « ça y est, ben, je suis là ». Et Jox, étonné, parce que Saïd Dahleb était une intelligence extraordinaire, il lui a dit « mais qu'est-ce que vous faites là? Vous faites partie de la délégation algérienne ?» Il lui a dit « non, puisque vous dites que le Sahara est français, et que moi je suis du Sahara, alors je suis français comme vous. » Et c'est là où est venue la Deuxième République que M. Djoudi vient de donner. Effectivement, je voudrais dire que si l'histoire avance aujourd'hui, c'est grâce également à la société civile qui s'éveille. Ce que disait M. Djoudi. La société civile qui se réveille, ça a été quelque chose d'extraordinaire pour l'ancien colonisateur. Parce qu'en installant l'esprit colonial et le néocolonialisme, il pensait perpétrer ces décisions dans les pays colonisés et surtout maintenir les pays colonisés sous une autre forme de colonisation, d'où l'appellation de ce texte, le colonialisme sous toutes ses formes et dans toute sa manifestation. Mais aujourd'hui, la société civile, grâce aux médias, grâce aux recherches, grâce aux émissions telles que celle-ci, eh bien, il prend son éveil et tous les jours, l'éveil se développe et la recherche s'est inscrite aujourd'hui dans le gène de la société civile. Justement, si on revient vers ce texte, eh bien, ce texte prévoit que la société civile doit être, voilà, il dit, donc on prie le secrétaire général de porter la présente résolution à l'attention de tous les États membres, les organismes des Nations Unies et les autres organismes organisations internationales et régionales, ainsi que la société civile. C'est la première fois dans un texte international où on introduit la société civile, parce que la société civile est devenue aujourd'hui un moyen de changement des politiques. Donc aujourd'hui, on doit prendre l'avis de la société civile, et ça dérange beaucoup. C'est pourquoi nous avons des agressions
du pays en face qui vous disent oui, mais pourquoi parler de l'histoire? Pourquoi essayer de vous rappeler? Pourquoi parler de vérité? On passe l'éponge et on va à autre chose. Et la population, et le gouvernement, et l'État, et la loi algérienne disent non, pas du tout. On n'efface pas tout et on recommence. On doit d'abord régler nos comptes. Il y a un et après, contentieux. voilà. Oui. Eh bien voilà un texte. Je souhaiterais vraiment que la France puisse me répondre sur ce texte. Parce qu'il est fait injonction. Et on leur dit, si ce n'est pas vous qui réglez le problème, c'est nous qui autorisons ces États à régler les problèmes et on sera à leur côté. Vous voyez qu'actuellement, n'est-ce pas, je crois que l'Algérie est très bien placée pour continuer sa lutte intellectuelle, historique, sa lutte pour la recherche de la vérité sans faire de vagues, sans insultes, sans médisance, sans rien du tout. Seule la vérité historique compte dans ce combat silencieux, pernicieux, mais très, très, très important. Mais en tout cas, qui s'appuie sur le droit international et sur la constitution de notre pays. C'est plus un parapluie que nous avons sur le plan international, c'est un grand parasol. Exactement. Donc vous voyez, cette loi est terriblement protégée. Donc nous étions dans le bon chemin. Il faut continuer. Oui. Monsieur Djoudi, Mohamed Nourdine, je vais vous laisser peut-être le dernier mot pour cette émission. Par rapport bien sûr, à ces thématiques développées sur la nécessité de la transmission de l'histoire, de parler de notre histoire et de rendre accessible justement cette histoire à la jeune génération, même à travers, comme on le fait dans cette émission avec Maître Fatem Zouhra Mbam, à travers le cinéma, des films comme le film de ce soir, Chronique des années de Brest, de Mohamed Lakhdar Hamina, qui est une fresque historique épique incroyable, qui parle bien sûr de cette grande période qu'a connue le peuple algérien de 1830 à 1954, date de déclenchement de la révolution de novembre. Écoutez, moi je reviens toujours aux fondamentaux de la révolution algérienne parce que c'est elle finalement qui explique toutes nos démarches. L'importance de la société civile n'a jamais été quelque chose d'oublié dans notre démarche parce que chez nous, on a toujours associé l'État en tant qu'institution et le peuple. Lorsque, par exemple, le général d'armée, Chengreha, nous rappelle à chaque fois en disant que l'armée nationale populaire est l'héritière de la glorieuse ALN, mais il rappelle toujours que ce qui caractérise l'ANP, comme la ALN hier, c'était ses racines dans le peuple. Et aujourd'hui, ceux qui ont écouté soigneusement le discours du président hier, lorsqu'il faisait justement allusion au rôle que doit jouer la société civile, c'est quelque chose qui n'est pas... Chez nous, ce ne sont pas les aspects cosmétiques qui comptent. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui va finalement au fond des choses. Et je citerai juste un exemple très simple. Quand j'étais secrétaire général adjoint, il y avait une chose qui me révoltait, c'est que l'histoire de l'Afrique et notre histoire n'a jamais été écrite par nous, elle a été écrite par les autres. Et j'ai lancé une idée qui a été approuvée d'abord par le regretté président Boumediene, ensuite par les chefs d'État africains, avec l'aide du regretté directeur général de l'UNESCO à l'époque, Mahatar Mbow, qui a été élu grâce à l'Algérie d'ailleurs. J'avais à ce moment-là lancé une opération par laquelle on avait créé un bureau qui était situé à Niamey et qui s'appelait la recherche historique par la tradition orale. C'est-à-dire qu'on voulait, j'ai donné les moyens d'enregistrement, les voitures, etc., pour recueillir les témoignages de ceux, des vieux qui avaient vu le colonialisme entrer et qui, eux, nous donnaient des faits, la véritable histoire de l'Afrique. Eh bien, je suis heureux de dire que c'est grâce à l'action de l'Algérie que maintenant, de plus en plus, en Afrique par exemple, l'idée d'écrire l'histoire, la véritable histoire de l'Afrique s'impose. On ne peut plus accepter ce que ma génération a connu, c'est-à-dire devant le drapeau français dire il y a 2000 ans il y a 2000 ans notre pays s'appelait la Gaule et
et nos ancêtres s'appelaient les Gaulois. Ouais. Et c'était tellement ridicule de voir, par exemple, de petits Sénégalais ou de petits Congolais ou de petits dire, il y a 2000 ans, nos ancêtres étaient grands et blonds. Oui, ben, qu'est-ce que vous voulez? Darwin, on aurait Jamais dit tombé ça. par terre. Alors, vous voyez toutes ces conséquences. Oui. Et je crois qu'en conclusion, que nous verrons, c'est peut-être pas apparent tout de suite, mais cette loi sur la criminalisation qui a été initiée par le Parlement algérien est certainement un événement historique dont on verra les conséquences à moyen et à long terme. Peut-être qu'on n'en voit pas tout de suite les conséquences, mais je crois que ça va être un signal, un éveil qui va prendre de l'ampleur. Oui. Comme la révolution algérienne a déclenché d'autres révolutions en Afrique australe. Il me semble que il faut... Et c'est pourquoi la réaction a été brutale Oui. par la droite Exactement. française et certains responsables pour condamner ils se rendent compte de la portée de cette loi. Tout à Et fait. il faudrait que justement que notre jeunesse voit un peu toute la portée de cette loi, avec tout ce qui a été notre passé, ce qui a été notre expérience, et ce que ce sera comme projection sur l'avenir. Oui. Pas seulement pour nous, pour l'ensemble du tiers-monde. Exactement. Merci beaucoup, monsieur Djoudi Mohamed Nourdine. Bien sûr, j'y arrive. Je rappelle que vous êtes doyen des diplomates algériens, Moudjahed, et vous parlez tout à l'heure de cette grande expérience au niveau de l'OUA. Ça a duré 10 ans, de 1974, si je ne me trompe pas, jusqu'à 1983. C'était le président Boumediene qui m'avait rappelé, j'étais au Nigeria à l'époque, comme ça, il m'a rappelé pour me demander d'aller à l'OUA, parce que mon ami, Allah yarhamou, Mohamed Sahnoun, avec laquelle apporte, il ne fallait pas perdre ce poste. Et je crois que ça a été une expérience très importante qui m'a confirmé personnellement dans ma vocation africaine. Et je retiens une parole de l'ancien président du Nigeria, le général Obasanjo, qui avait parlé de l'Algérie, ce flambeau de la libération de l'Afrique. C'est quelque chose qui rappelez-vous récemment, lorsque le président angolais a rendu hommage aux anciens présidents Boumella et Boumediene, c'est des choses qui blessent le colonialisme, le néocolonialisme. Effectivement. Maître Fatem Zahra Ben Barham. Eh bien, moi, je suis encore doublement ravie. Je suis toujours dans le sillon de notre maître, n'est-ce pas? Eh bien, l'Afrique a parfaitement bien accepté ce texte et l'Algérie sera la locomotive qui traînera derrière elle tous ces pays africains. Sur le plan mondial, cette résolution a été également très bien accueillie. Et sur le film ce soir, parce que je sais que vous êtes cinéphile aussi, que vous aimez bien le cinéma. Oh, je connais très bien tous vous ces aimez, films. Bien sûr. Chronique des années de Brest. Si on vous demandait de nous donner 2 clés ou 3 clés pour voir le film, pour nous donner envie de le voir. Écoutez, ce film, je le trouve extraordinaire. À l'époque, quand il a été renvoyé dans les salles de cinéma, j'étais une petite élève à l'école de journalisme, l'école Jacques Cartier, et notre mission était d'aller visionner les films et de faire une fiche de synthèse. Oui. Et alors pour ma fiche de synthèse, moi j'ai mis 7 pages, alors qu'il n'y avait qu'une seule page qu'il fallait faire. Oui. Il était tellement beau, tellement émouvant, tellement réaliste, que ça a été un choc pour la population algérienne de découvrir ce que la France faisait. Oui. Et sur le plan mondial, ça a été un choc beaucoup plus grand, puisque ce film a eu la Palme d'Or. Bien sûr. Donc on remercie Lakhdar Hamina de nous avoir donné ce chef-d'œuvre pour l'éternité. Et c'est un hommage bien sûr à M. Mohamed Lakhdar Hamina qui nous a quittés en fin d'année dernière, 2025. Bien sûr, C'est partie des films phares à travers le monde. Avec un palmarès incroyable de ces films, on n'oubliera jamais Hassan Terro, on oubliera
oubliera jamais, bien sûr, Le Vent des Aurès avec Kiltoum, un noir et blanc extraordinaire, et puis aussi Chronique des années Charbonnier. de Braise et plein de films. Donc moi je remercie bien sûr Nabil Tilibej d'avoir réalisé cette émission, Hajar Bessa pour le script, Anna et toute l'équipe du studio 7 pour leur dévouement et leur professionnalisme. Excellente soirée sur Canal Algérie, bon film et bonne année encore une fois. J'espère que cette année sera meilleure. Allez, au revoir.